Ma sœur n'a pas crié. Elle m'a regardé droit dans les yeux, calme et confiante, et a dit « Tu es trop toxique. Sors !» La pièce est devenue silencieuse. Ma mère a évité mon regard. Mon beau-père n'a pas dit un mot. Alors, je me suis levée, j'ai pris mon sac et je suis partie sans discuter. Je ne me suis pas défendue. Je n'ai pas supplié. Je suis simplement partie. 7 jours plus tard, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. Sa voix était paniquée, presque à bout de souffle. Pourquoi j'ai reçu un avis d'expulsion? C'est là qu'elle a enfin réalisé quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Les gens toxiques ne laissent pas leur sœur vivre gratuitement chez eux pour toujours. Avant d'expliquer comment on en est arrivé là, cliquez sur j'aime et dites-moi en commentaire d'où vous écoutez, surtout si poser des limites a déjà fait de vous le méchant de l'histoire. Je m'appelle Elisabeth. J'ai 35 ans et je travaille comme dentiste. La plupart du temps, ma vie semble calme de l'extérieur. Blouse blanche impeccable, salle d'examen silencieuse, le faible bourdonnement des équipements en arrière-plan. Les gens me disent souvent que j'ai l'air posé. Ce qu'ils ne voient pas, c'est à quel point ce calme a été construit en apprenant à ravaler l'inconfort sans faire de bruit. Ma famille n'a pas toujours été comme ça. Quand mon père biologique est décédé, tout a changé silencieusement, comme des meubles déplacés dans le noir. Ma mère s'est remariée quelques années plus tard. C'est ainsi que mon beau-père est entré dans nos vies, avec sa fille, ma demi-sœur. Sur le papier, nous sommes devenus une famille recomposée. Dans la vraie vie, cela ressemblait plus à un numéro d'équilibriste qui ne s'est jamais vraiment stabilisé. En grandissant, j'ai appris très tôt que j'étais la capable, la responsable, celle qui n'avait pas besoin de grand-chose. Si quelque chose devait être géré, cela retombait généralement sur moi. Pas parce que quelqu'un le disait à voix haute, mais parce que je ne me plaignais pas quand cela arrivait. J'ai fait mes études, construit une carrière, payé mes propres factures. L'indépendance est devenue mon mode par défaut. La personne qui me faisait me sentir vue était ma grand-mère. Elle avait ce petit appartement en ville. Rien de luxueux, mais chaleureux d'une manière qui comptait. L'odeur des vieux livres. Des rideaux doux qui laissaient entrer la lumière de l'après-midi juste comme il fallait. Elle disait toujours qu'un endroit devait donner l'impression de vous attendre. Quand elle est décédée, cet appartement m'est revenu, non pas comme un prix, mais comme une responsabilité, quelque chose qu'elle me confiait. À l'époque, ma demi-sœur galérait. Nouvelle relation, finances instables, beaucoup de grands rêves et très peu de planification. Ma mère a présenté la chose doucement. Juste temporaire, juste le temps qu'il s'organise. L'appartement était vide de toute façon. La famille aide la famille, non? Alors, j'ai dit oui. Au début, cela semblait raisonnable. Je n'avais pas besoin du revenu supplémentaire immédiatement. Je gérais mon propre prêt immobilier, je suivais mes paiements, je jonglais avec les dépenses quotidiennes. La laisser vivre là gratuitement semblait être la chose gentille à faire. Je me disais que c'était à court terme. 1 an, peut-être moins. Mais les mois ont passé, puis d'autres mois. Les conversations sur les échéances devenaient vagues. Les demandes cessaient de ressembler à des demandes. Les factures d'énergie étaient couvertes, mais tout le reste réparation, entretien, petits coups imprévus trouvaient d'une manière ou d'une autre le chemin vers moi. Et chaque fois que je ressentais une lueur de doute, je la repoussais. Je ne voulais pas être la difficile, la telle égoïste. Avec le recul, c'était le schéma. Je donnais silencieusement. Ils prenaient confortablement. Et plus cela devenait normal pour eux, moins cela semblait normal pour moi. Je ne réalisais simplement pas encore à quel point ce silence allait me coûter cher. Les choses n'ont pas explosé d'un coup. Elles ne le font jamais. Elles s'étirent. Elles rampent. Elles se déguisent en conversation normale jusqu'au jour où vous réalisez que vous êtes déjà debout au milieu de quelque chose de laid. Cela a commencé par des commentaires, des petits. Ma demi-sœur envoyait des SMS du genre « On pourrait avoir besoin d'aide pour quelques trucs ce mois-ci », sans jamais dire ce qu'étaient ces trucs. Quand je demandais, elle répondait des heures plus tard avec une liste qui ressemblait plus à des attentes qu'à des demandes. Réparation, meubles, une petite rénovation qu'elle estimait que l'appartement méritait. J'ai remarqué qu'elle n'utilisait plus jamais des mots comme si ou peut-être. Puis les discussions sur le mariage ont commencé. Au début, c'était juste de l'excitation. Les lieux qu'elle aimait, les couleurs qu'elle envisageait. J'écoutais, j'hochais la tête,
j'offrais des réponses neutres entre deux patients au travail ou coincés dans les embouteillages après de longues journées. Puis les chiffres ont commencé à flotter dans la conversation, arrondis, décontractés, comme s'il s'agissait de bulletins météo et non de réalité financière. Et chaque fois que j'hésitais, ma mère aplanissait les choses. « Elle est juste stressée », disait-elle. « Tu sais comment sont les mariages. » Je me disais que j'imaginais la pression, que personne ne s'attendait vraiment à ce que je porte ça. Jusqu'au dîner. Ma mère m'a invité, a dit que ce serait bien de s'asseoir tous ensemble. Pas d'ordre du jour, juste la famille. Quand je suis entrée, il y avait des couverts supplémentaires sur la table, des gens que je ne connaissais pas, les futurs beaux-parents de ma demi-sœur. J'aurais dû faire demi-tour tout de suite. Au lieu de cela, j'ai souri et j'ai enlevé mon manteau. Le dîner semblait mis en scène. Des compliments dirigés vers moi, des questions sur mon travail, sur ma réussite, le genre d'attention qui vous fait crisper les épaules parce que vous sentez la demande arriver avant qu'elle ne soit là. Et puis elle est arrivée. Ma demi-sœur s'est éclaircie la gorge et a lancé le plan. Pas juste le mariage, mais la vision. À quoi cela devrait ressembler, ce que cela devrait ressentir, ce que cela méritait d'être. Elle parlait chiffres sans ciller. Quand elle s'est enfin tournée vers moi, son sourire n'atteignait pas ses yeux. J'ai dit que je voulais aider. J'ai dit que je ne pouvais simplement pas être responsable de tout, que j'avais des limites. C'est là que l'air a changé. Elle a ri, pas un rire de blague, un rire méprisant. Quelqu'un de l'autre côté de la table a fait un commentaire sur la facilité que ça devait être pour moi. Mon beau-père est intervenu, me rappelant combien la famille m'avait soutenu au fil des ans. Ma mère est restée silencieuse. Ce silence semblait plus bruyant que tout le reste. J'ai essayé d'expliquer calmement, soigneusement. C'est là que ma demi-sœur s'est penchée en arrière, a croisé les bras et l'a dit. « Tu es toxique. » Le mot a atterri lourdement, comme s'il avait attendu le bon moment, comme s'il était destiné à me faire taire, pas à commencer une conversation. Et quand j'ai regardé autour de la table, personne ne l'a corrigé. Personne ne m'a défendu. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose avec une clarté parfaite. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de contrôle. Et j'avais fini de faire semblant de ne pas le voir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, pas parce que j'étais en colère, mais parce que tout prenait enfin sens et que mon cerveau n'arrêtait pas de repasser la scène. Les sourires, la façon dont la conversation avait été dirigée, le silence qui avait suivi quand j'avais été étiquetée comme le problème. Je continuais d'entendre ce mot dans ma tête, encore et encore, comme s'il avait recablé la façon dont il me voyait. Le lendemain matin, j'ai suivi ma routine en pilote automatique. Douche, café, clé. Mon reflet dans le miroir semblait le même, mais quelque chose en dessous avait changé. Je n'étais plus blessée. J'étais lucide. Pendant des jours, je n'ai eu de nouvelles de personne. Pas d'excuses, pas de suivi, juste le calme. Le genre de calme qui n'existe que lorsque les gens supposent que vous reviendrez de vous-même. Quand ils croient que le temps vous adoucira jusqu'à la soumission. Au lieu de cela, j'ai commencé à prêter attention. J'ai sorti mon carnet et j'ai listé ce que j'avais couvert. Paiement ici, facture là, petites choses qui s'additionnaient avec le temps. Je ne paniquais pas. Je ne complotais pas. J'étais juste honnête avec moi-même pour la première fois, sur la durée de cette situation, sur le fait qu'il était devenu normal de donner sans qu'on me le demande, et à quel point c'était faux. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré un avocat que je connaissais vaguement depuis des années, quelqu'un de stable, sans drame. Nous étions assis l'un en face de l'autre dans un bureau calme en ville, la lumière du soleil frappant le bord de son bureau. J'ai tout expliqué sans embellissement. L'appartement, l'absence de tout accord formel, le dîner, le mot qui avait tout terminé. Il a écouté, puis a hoché la tête. Ce qu'il m'a dit était simple, clair. Je ne faisais rien de mal en réclamant ce qui était légalement à moi. Il y avait des étapes, des avis, des délais. Rien d'agressif, rien de contraire à l'éthique, juste des limites sur papier. Ce mot encore, limite. Je suis rentrée chez moi et je suis restée assise dans ma voiture longtemps avant de sortir. Le volant était froid sous mes mains. J'ai pensé à ma grand-mère, à la façon dont elle m'avait confié cet appartement, à la façon dont elle disait toujours que la gentillesse ne devait pas vous coûter votre dignité. Cette nuit-là, je n'ai appelé personne. Je n'ai pas envoyé de message. Je n'ai rien annoncé.
J'ai suivi le processus exactement comme on me l'avait conseillé. Calmement, tranquillement. Un avis a été préparé, professionnel, neutre, sans émotion. Quand je l'ai déposé au bureau de poste de mon quartier, cela semblait étrangement ordinaire, comme poster le paiement d'une facture, comme clore un chapitre qui attendait une fin depuis trop longtemps. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais stable. Et quelque part au fond de mon esprit, je savais que le silence était sur le point de se briser. Le premier appel est arrivé 3 jours plus tard. J'étais chez moi, chaussures enlevées près de la porte, réchauffant des restes pendant que la ville bourdonnait à ma fenêtre. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Son nom a illuminé l'écran. Je n'ai pas répondu. Il a vibré encore et encore. Au moment où je l'ai pris, il y avait des appels manqués empilés les uns sur les autres comme si elle avait composé sans s'arrêter, effrayée que si elle faisait une pause même une seconde, le sol sous ses pieds céderait complètement. Quand j'ai finalement répondu, elle n'a pas dit bonjour. Pourquoi j'ai reçu un avis d'expulsion? Sa voix n'était plus tranchante. Plus de confiance, plus d'attitude, juste de la panique, mince et exposée. Je pouvais entendre quelqu'un d'autre en arrière-plan parler vite, poser des questions. Probablement ma mère. Peut-être mon beau-père. Soudainement, je n'étais plus invisible. Je me suis appuyée contre le comptoir de la cuisine et j'ai laissé le silence s'étirer. « Tu ne peux pas être sérieuse », a-t-elle continué, ses mots trébuchant les uns sur les autres. « Ça doit être une sorte d'erreur. Maman a dit que tu te calmerais. Elle a dit que tu étais juste émotive. » Émotive. Ce mot encore. Une autre tentative de me rétrécir. « Il n'y a pas d'erreur », ai-je dit d'une voix égale. Ma voix semblait stable même à mes oreilles. On t'a dit que l'arrangement était temporaire. C'est fini. Sa respiration a changé. Plus rapide maintenant. Tu ne nous as même pas prévenus, a-t-elle claqué. Tu as juste fait ça dans notre dos. J'ai failli rire. Presque. J'ai pensé à la table du dîner. À la façon dont il me regardait en attendant une réponse. À la façon dont personne ne m'avait prévenu avant de décider ce que j'étais censé donner. Je ne l'ai pas fait dans votre dos, ai-je dit. Je l'ai fait sans dispute. Cela a semblé frapper plus fort que des cris ne l'auraient fait. Les appels ne se sont pas arrêtés après ça. Les messages sont arrivés par vagues. La confusion s'est transformée en colère. La colère en marchandage. Elle a offert des délais, des promesses, des excuses. À un moment donné, ma mère a pris le téléphone, la voix tendue par un calme forcé. « Ça va trop loin », a-t-elle dit. « Nous sommes une famille. On peut en parler. » Je lui ai posé une question. Étais-je de la famille à ce dîner? Elle n'a pas répondu. Ce silence m'a tout dit. 2 jours plus tard, ils se sont présentés chez moi. J'ai regardé par le Judas avant d'ouvrir la porte. Ma demi-sœur se tenait le plus près, bras croisés, mâchoire serrée. Ma mère planait derrière, les yeux déjà brillants. Mon beau-père regardait au-delà d'elle comme s'il ne voulait pas être là, mais ne savait pas comment s'éloigner. Je ne l'ai pas invité à entrer. Ma demi-sœur a parlé la première. « Tu nous as embarrassés », a-t-elle dit. « Tu as une idée de quoi ça a l'air ?» J'ai étudié son visage. Celui familier pour lequel j'avais trouvé des excuses il y a des années, et soudain je l'ai vu clairement. Ce n'était pas la peur de perdre un foyer. C'était la peur de perdre l'accès. « Tu m'as dit de sortir », ai-je dit doucement. « Alors je l'ai fait. »« Ce n'est pas ce que je voulais dire », a-t-elle claqué. J'étais contrariée. « Tu étais à l'aise », ai-je répondu. « Il y a une différence. » Ma mère s'est avancée. « Chérie, elle ne le pensait pas comme ça. Tu sais comment elle est. Nous disons tous des choses que nous regrettons. » J'ai hoché la tête. Et nous vivons tous avec les conséquences de ce que nous disons. Mon beau-père s'est éclairci la gorge. « Soyons pratiques », a-t-il dit. « Tu n'as pas besoin de l'appartement. Tu t'en sors bien. Pourquoi rendre ça plus difficile que nécessaire ?» Cette phrase a atterri plus lourdement que toutes les autres parce qu'elle disait enfin la partie silencieuse à voix haute. Je l'ai regardée et j'ai senti quelque chose en moi se stabiliser complètement. « Ce n'est pas une question de besoin », ai-je dit. « C'est une question de propriété et de respect. » Ma demi-sœur a ricané. « Et alors? Tu nous punis maintenant ?» J'ai secoué la tête. « Non. Je me retire.
Elle m'a fixé comme si elle essayait de recalibrer la situation pour trouver le bon levier. Puis sa voix est redevenue tranchante. Tu es toxique. Ça y était. Le mot auquel elle s'était accrochée comme à une arme. Je n'ai pas scié. Les gens toxiques, ai-je dit lentement, ne permettent pas à leurs sœurs de vivre gratuitement dans leurs appartements. Les mots ne sont pas sortis avec colère. Ils sont sortis définitifs. Pendant un moment, personne n'a parlé. La bouche de ma mère s'est ouverte, puis refermée. Mon beau-père a regardé ses chaussures. Le visage de ma demi-sœur a rougi, puis pâli, comme si elle avait enfin réalisé que quelque chose de fondamental avait changé. Tu ne peux pas juste nous jeter dehors, a-t-elle dit faiblement. Où sommes-nous censés aller? J'ai croisé son regard. C'est une question que tu aurais dû poser avant de décider que je ne méritais pas le respect de base. Sa confiance s'est effondrée après ça. Elle a essayé de s'excuser, puis de blâmer, puis de s'excuser à nouveau. Chaque version semblait répétée, comme si elle feuilletait des scripts, espérant que l'un d'eux fonctionnerait encore sur moi. Aucun ne l'a fait. Je vous donnerai le temps indiqué.